Il y a des dirigeants qui marquent leur époque. Et puis, il y a ceux, comme Thomas Sankara, qui la transcendent complètement. L'histoire du leader révolutionnaire du Burkina Faso, c'est un récit vraiment inspirant, mais aussi profondément tragique. C'est l'histoire d'une ambition folle, une ambition immense pour son peuple. On l'appelait le Che Guevara africain, rien que ça. Ce surnom, il donne tout de suite le ton, pas vrai ? Ça nous parle d'un esprit, farouchement révolutionnaire, anti-impérialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était opposé à toute forme de domination étrangère. Et puis, ça évoque un engagement total, un engagement pour une cause qui était bien plus grande que lui. Il faut s'imaginer le défi. À 33 ans, il prend la tête d'un des pays les plus pauvres du monde. Et son but, c'était pas juste de réformer 2 ou 3 trucs, non, c'était de tout réinventer, de fond en comble. Une véritable révolution. Voilà l'ampleur de sa vision. Alors, c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. On va retracer ce qu'il a réussi à bâtir, et c'est incroyable, en seulement 4 ans. Mais aussi, et c'est crucial, pourquoi tout s'est effondré. Parce que c'est une histoire de succès fulgurant, oui, mais aussi de profondes contradictions. Ok, alors pour vraiment comprendre le personnage, il faut commencer par le début, remonter à ses origines. Comment ce jeune officier a-t-il bien pu forger des convictions si fortes? Des convictions qui allaient littéralement secouer tout un continent. Son parcours, il est vraiment atypique. Il vient d'une famille modeste, ensuite il part à Madagascar, et là-bas, bam, il assiste à des soulèvements populaires. Ça le marque. Il se plonge dans les écrits de Marx, de Lénine, tout ça, ça a été décisif. Et son intégrité, ce n'était pas juste une façade. Le fait d'arriver à vélo aux réunions du gouvernement, c'était un message incroyablement puissant, une claque au faste du pouvoir. Et donc, une fois qu'il arrive au pouvoir, il ne perd pas une seconde. Il pose tout de suite des actes symboliques, mais d'une force inouïe. L'objectif, refonder la nation. Le 4 août 1983, un coup d'État populaire le porte au pouvoir. Et son tout premier acte, c'est de renommer le pays. Fini la Haute-Volta, un nom colonial. Bonjour le Burkina Faso. Et attention, ce n'est pas juste un changement de nom. Il faut bien comprendre le contexte. Pour ces jeunes nations africaines qui cherchent à se défaire de leur passé, passer à Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres, eh bien c'est un acte de libération psychologique. C'est une déclaration de dignité, de souveraineté. Et pour lutter contre la corruption, son approche était radicale. Il a commencé par le sommet de l'État. Fini les grosses Mercedes de luxe pour les ministres. À la place, il leur a imposé la Renault 5, la voiture la moins chère du pays. Le symbole était on ne peut plus clair, être au service de l'État, ce n'est pas un moyen de s'enrichir. Et cette cohérence, elle était absolue. Il l'appliquait d'abord à lui-même, sa déclaration de patrimoine est juste hallucinante pour un chef d'État. Un salaire de $450 par mois, une petite maison, une vieille bagnole, 3 guitares et un frigo en panne. Oui, un frigo en panne. Ça renforçait évidemment son autorité morale, ça montrait qu'il ne faisait pas semblant, il vivait vraiment selon les principes qu'il défendait. Bon, cette intégrité, c'est une chose, mais elle s'est traduite par des politiques très concrètes. Et en à peine 4 ans, les changements ont été spectaculaires, vraiment. Prenez ce chiffre 2,5 millions. C'est le nombre d'enfants vaccinés en 2 ans. C'est juste stupéfiant. En un temps record, son gouvernement a réussi cet exploit. Même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a salué cette opération, qu'ils ont appelée une vaccination commando. Un véritable exploit logistique. Et l'impact de ça ? Il a été direct, mesurable. Regardez le taux de mortalité infantile. Il a chuté de façon spectaculaire. On n'est pas dans les promesses en l'air là. On parle de vie sauvée, concrètement. C'est la preuve qu'avec une vraie volonté politique, on peut changer radicalement la donne, surtout en matière de santé publique. Mais ce n'est pas tout. Sankara était aussi extraordinairement en avance sur son temps sur la question des droits des femmes. Il a interdit les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, la polygamie. Il a nommé des femmes à des postes ministériels importants, ce qui était quasiment du jamais vu à l'époque en Afrique. Il a aussi promu la contraception, un vrai pionnier. Il a d'ailleurs dit cette phrase qui résume parfaitement sa pensée. Il n'y a pas de révolution véritable sans l'émancipation des femmes. Pour lui, ce n'était pas un sujet secondaire, un truc à côté, non. C'était la pierre angulaire, le fondement même de toute transformation sociale profonde. Et son action ne s'arrêtait toujours pas là. Il était aussi conscient des enjeux écologiques, bien avant que ça ne devienne un sujet majeur. Il a lancé une immense campagne de reboisement. 10 millions d'arbres plantés en 15 mois, c'était une sorte de grande muraille verte avant l'heure pour lutter contre la désertification. Un défi qui d'ailleurs est toujours aussi actuel. Alors oui, ce bilan est impressionnant, mais il y a une phase cachée. Pour être juste, pour avoir une vision complète, il faut absolument qu'on regarde le coût de toutes ces transformations qui ont été menées, il faut le dire, au pas de charge. Et c'est la question essentielle. Quel a été le prix de cette transformation si rapide ?
Parce qu'il faut être clair, la révolution sans carte n'a pas été une partie de plaisir pour tout le monde. Elle a été imposée avec une discipline de fer. Et ça a créé de profondes fractures dans la société. Un bon exemple de ça, ce sont les tribunaux populaires de la Révolution, les TPR. Sur le papier, l'intention était bonne, rendre une justice rapide, exemplaire contre les anciens fonctionnaires corrompus. Sauf que dans la pratique, ces tribunaux fonctionnaient souvent sans les garanties juridiques de base. Pas d'avocats, des procédures sommaires, ce qui a mené à des jugements très expéditifs et forcément à des accusations d'injustice. Et plus globalement, le régime a montré un visage de plus en plus répressif. Les partis politiques, les syndicats, supprimés. La presse qui critiquait, réduite au silence. Un journal a même été incendié. Et ces fameux comités de défense de la Révolution, qui devaient être des outils de démocratie locale, sont souvent devenus des instruments de surveillance, voire d'abus de pouvoir. Des opposants ont été arrêtés sans procès. C'est ça aussi la réalité de la Révolution. Toute cette tension qui n'a fait que grandir nous amène à l'acte final, l'acte tragique de l'histoire de Sankara, son assassinat. Et, c'est tout le paradoxe, la naissance de son mythe. Il faut bien se rendre compte d'une chose. Tout ce qu'on vient de voir, les réformes incroyables, les succès, mais aussi les dérives autoritaires, tout ça s'est passé en à peine plus de 4 ans. Août 63, octobre 87. C'est une période incroyablement courte, incroyablement dense, qui va s'achever de la plus tragique des manières. Sa fin est d'une violence brutale, et elle est marquée par la pire des trahisons. Sankara a été renversé et tué lors d'un coup d'État mené par son plus proche ami, son numéro 2, Blaise Compaoré, celui qu'il considérait comme son frère. C'est cette dimension personnelle, cette trahison, qui rend sa chute encore plus tragique. Et c'est là tout le paradoxe de son héritage. Comment un leader qui n'a gouverné que 4 ans, il y a des décennies, peut encore inspirer des mouvements à travers toute l'Afrique aujourd'hui? Eh bien, malgré son règne très court et ses méthodes plus que controversées, Sankara est devenu une véritable icône panafricaine. Son intégrité, sa vision d'une Afrique fière et souveraine, sa dignité, tout ça continue de résonner incroyablement fort, surtout auprès des nouvelles générations. Finalement, l'histoire de Thomas Sankara, elle nous laisse avec une question fondamentale. Son parcours, il incarne parfaitement ce dilemme. Le dilemme entre un idéal révolutionnaire magnifique et les moyens, parfois très autoritaires, qu'on utilise pour essayer de l'atteindre. Alors la question qui reste et qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui, c'est est-ce qu'un changement radical peut vraiment s'accomplir sans un coût parfois terrible? Révolutionnaire. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Noël Isidore, Thomas Sankara. Peuple burkina, combattant, on le chantera. Le gouvernement est là pour servir, et non pour se servir ou servir quelques puissants du jour ou de la veille. Le peuple aime la liberté. Pour que passe la liberté, les détourneurs de la liberté ne doivent pas passer. En un mot, je voudrais